Ma fiancée a dit, tu n'es pas le meilleur que je puisse avoir. Je mérite mieux. Je n'ai pas discuté et je l'ai laissé partir. Des mois plus tard, elle a réalisé que j'étais le meilleur qu'elle ait eu après qu'il était déjà trop tard. Tu n'es pas le meilleur que je puisse avoir. Elle l'a dit si nonchalamment, comme si elle lisait une liste de courses. Comme si 4 ans ne signifiaient rien de plus qu'un inconvénient mineur qu'elle avait finalement eu le courage d'aborder. Claire ne l'a pas crié. Elle n'avait même pas l'air en colère. Elle a simplement posé sa tasse de café sur le comptoir de la cuisine, s'est tournée vers moi, et a prononcé ces mots avec cette expression calme, presque soulagée sur son visage, comme si elle les retenait depuis un moment. Comme si les dire à voix haute était comme expirer enfin après avoir retenu sa respiration sous l'eau. Je suis resté là, ni choqué, ni dévasté, juste immobile. Le genre d'immobilité qui se produit quand quelque chose se brise en vous si nettement que vous ne le sentez même pas au début. J'ai regardé la bague à son doigt. La bague pour laquelle j'avais passé 8 mois à économiser. La bague que j'avais choisie 3 fois avant de trouver la bonne parce que j'étais retourné 2 fois chez le bijoutier, insistant sur le fait que quelque chose n'allait pas, qu'elle ne lui ressemblait pas encore, qu'elle devait être parfaite. Elle la portait encore en prononçant ces mots. Ce détail m'est resté plus longtemps que tout le reste. Elle ne l'avait même pas enlevé d'abord. Je n'ai pas discuté avec elle. Je n'ai pas supplié. Je ne lui ai pas demandé qui il était, même si je savais déjà qu'il y avait un vil. On sait toujours. J'ai juste hoché lentement la tête comme quelqu'un qui absorbe un diagnostic et j'ai dit, d'accord. C'est tout. Juste d'accord. Elle a cligné des yeux. Elle ne s'y attendait pas. Je pouvais le voir. La façon dont son expression a changé pendant une demi-seconde, comme si elle s'était préparée à un impact et que la collision n'était jamais venue. Mais je n'avais rien d'autre à dire. Parce que voilà ce qui se passe quand quelqu'un qui vous a un jour dit que vous étiez tout vous dit que vous n'êtes pas assez. Vous ne discutez pas. Vous ne pouvez pas discuter. Parce qu'au moment où quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas le meilleur qu'il puisse avoir, la discussion est déjà terminée. Vous avez perdu avant même d'ouvrir la bouche. Et je préférais perdre en silence que de supplier bruyamment. Ce que je ne savais pas alors, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est que m'éloigner de cette conversation sans un seul mot de protestation a été la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Et ce que Claire ne savait pas, ce qu'elle ne comprendrait que des mois plus tard, debout devant mon appartement à 23 heures sous la pluie, c'est que ce d'accord était le début de la fin pour elle. Pas pour moi. Si vous aimez les histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour moi. Laissez-moi vous ramener en arrière. Pas loin, juste assez pour comprendre ce que nous étions. J'avais 29 ans, Claire en avait 27. Nous étions ensemble depuis 4 ans et fiancés depuis 7 mois. Nous nous étions rencontrés par un ami commun lors d'un dîner d'anniversaire. Et dès la première conversation, elle était le genre de personne qui remplissait chaque pièce où elle entrait. Elle était vive. Elle était drôle. Elle avait cette façon de vous faire sentir que vous étiez la seule personne dans la pièce, même quand 20 autres personnes étaient là. Je suis tombé amoureux rapidement. Je n'en ai pas honte. Je suis tombé amoureux et je suis resté. Et j'ai construit tout mon avenir autour de l'idée de nous. Nous avions déjà versé un acompte pour un appartement. Nous avions une date de mariage, un lieu. Sa robe avait été commandée. Mon costume était déjà ajusté. Nous étions à 200 jours de devenir mari et femme. Et puis elle m'a dit que je n'étais pas assez bien. Mais voici ce que je n'ai pas dit dans cette cuisine. Voici la partie que j'ai gardée pour moi. Je l'avais senti venir. Pas la rupture spécifiquement, mais un changement, un refroidissement lent et silencieux que j'avais essayé de justifier pendant des mois. Il y avait de petites choses, de menues choses, le genre de choses que vous ignorez parce que l'alternative, que quelque chose ne va vraiment pas, est trop inconfortable à envisager. Elle avait commencé à travailler tard plus souvent. Pas tous les soirs, mais assez souvent pour que je le remarque. Elle avait commencé à parler de son collègue Nathan d'une manière qui avait une énergie particulière. Pas romantique, pas explicitement, juste animée, et excitée d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis un moment. Nathan pense que nous devrions présenter l'idée de restructuration différemment. Nathan a fait cette blague à la réunion aujourd'hui. Nathan est honnêtement si doué pour lire les gens. C'est un peu agaçant. Je me suis dit que ce n'était rien.
Je me suis dit que j'étais peu sûr de moi. Je me suis dit que les gens parlent de leurs collègues et que cela ne signifie rien. Je me suis dit beaucoup de choses et c'était peut-être ma première erreur, non pas le soupçon, mais le silence, parce que j'ai tout gardé à l'intérieur. Et au lieu d'avoir une vraie conversation, j'ai commencé à compenser. J'ai commencé à faire plus d'efforts, à cuisiner davantage, à planifier de meilleures soirées en amoureux, à être plus présent, plus attentif, plus délibéré dans chaque petite chose. Et je me suis dit que si j'étais juste assez constant, si je continuais simplement à être pleinement là, elle reviendrait à la version de nous que nous étions avant. Je ne réalisais pas alors que lorsque quelqu'un a déjà commencé à vous comparer à quelqu'un d'autre, rien de ce que vous faites dans la relation n'a l'impact souhaité, parce qu'il ne vous voit plus vraiment. Il voit le fossé. C'était un mardi soir de février, 3 semaines avant la conversation dans la cuisine. Nous devions sortir dîner. Une réservation que j'avais faite dans ce petit restaurant italien qu'elle avait mentionné vouloir essayer depuis des mois. Elle a annulé 40 minutes avant. Un truc de boulot qui s'est prolongé. Je suis désolé. Je suis épuisé. J'ai dit que ce n'était pas grave. J'ai commandé à manger et je l'ai attendue. Elle est rentrée à 21h47. Elle sentait un restaurant que je ne reconnaissais pas. Pas italien, autre chose. Elle a dit qu'elle avait mangé un morceau au bureau. J'ai dit, d'accord. Ce mot encore. Je l'utilisais comme un bouclier à l'époque. D'accord signifie je ne vais pas en faire toute une histoire. D'accord signifie je te fais confiance. D'accord signifie s'il te plaît, reviens-moi. Elle m'a embrassé sur la joue et est allée prendre une douche, et je suis resté assis sur le canapé pendant un moment, fixant le mur avec ce sentiment de vide dans ma poitrine que j'essayais constamment de me raisonner. Mon meilleur ami Owen m'a appelé à peu près à cette époque. Pas ce soir-là spécifiquement, mais autour de cette période. Il pouvait l'entendre dans ma voix. Ça va? Ouais, juste fatigué. Claire va bien? Pause. Ouais, elle va bien. Juste occupée par le travail. Owen est le genre de gars qui n'insiste pas. Il classe simplement les choses dans un coin de sa tête. Il a dit d'accord et est passé à autre chose. Mais plus tard, il m'a dit qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas ce soir-là. Il a dit que j'utilisais toujours le mot bien quand les choses étaient tout sauf bien. Il a probablement raison. Les 2 semaines qui ont suivi cette annulation de dîner ont été étranges. Pas explosives, pas dramatiques, juste distantes. Claire et moi partagions un espace sans vraiment le partager. Nous parlions au dîner, mais de rien de réel. Nous dormions dans le même lit, mais elle faisait face au mur. Nous nous disions bonjour et bonne nuit, et tous les mots fonctionnels qu'un couple se dit pendant que quelque chose de plus grand reste non dit entre eux. J'ai essayé une fois de plus, environ une semaine avant le moment de la cuisine. Nous étions assis sur le canapé après le dîner et j'ai tendu la main pour la poser sur la sienne. Elle a baissé les yeux vers elle. Puis elle m'a regardé et quelque chose a traversé son visage. Je n'ai pas de mots pour le décrire exactement. Pas de la culpabilité, pas de la tristesse, quelque chose de plus proche du conflit. Comme si elles étaient 2 personnes différentes pendant un instant et que l'une d'elles avait presque dit quelque chose d'important. Je lui ai demandé, « Est-ce que ça va entre nous ?» Elle a dit, « Je suis juste stressée par le travail. » Elle a serré ma main une fois, puis a retiré la sienne et a pris son téléphone, et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que j'avais peur de ce que je pourrais trouver si je ne le faisais pas. Le matin de la conversation dans la cuisine a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé avant elle, j'ai fait du café, des œufs brouillés, j'ai posé 2 tasses sur le comptoir. Elle est descendue 20 minutes plus tard et elle avait cette expression sur son visage qui était différente des précédentes, pas distante. Décidée. Il y a une différence. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse de café, a pris une profonde inspiration et a dit, « Nous devons parler. » Je lui ai tourné le dos pendant une seconde, j'ai fini de verser mon propre café, je me suis retourné. D'accord. Et elle l'a dit mot pour mot. Je ne pense pas que je veux t'épouser. Je t'aime. Vraiment. Mais je pense que je me suis contenté. Je pense que je mérite plus que ce que nous avons. Tu es une bonne personne, mais tu n'es pas le meilleur que je puisse avoir. J'ai laissé chaque mot atterrir. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas bronché.
Je suis juste resté là et j'ai laissé tout cela me traverser comme de l'eau froide. Puis elle a ajouté la partie qui était probablement censée adoucir les choses. Je pense que cela se préparait depuis un moment. Je pense que nous savions tous les deux que quelque chose n'allait pas. Et je voulais dire non. Je voulais dire que je ne le savais pas. Je me battais pour nous. J'essayais chaque jour de faire en sorte que cela fonctionne pendant que tu étais là à décider que je n'en valais pas la peine. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, d'accord. Elle m'a fixé. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Que voudrais-tu que je dise, Claire? Je ne sais pas. Quelque chose, n'importe quoi. Tu m'as dit que je n'étais pas le meilleur que tu pouvais avoir. De quoi y a-t-il à discuter? Tu as déjà pris ta décision. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Tu ne vas même pas te battre pour ça? Et c'est le moment auquel je veux que vous prêtiez attention, car c'est là que la plupart des gens craqueraient. C'est là que le désespoir s'installe et que vous dites des choses que vous ne pouvez pas reprendre. Je l'ai senti monter en moi. L'envie de supplier, d'expliquer, de promettre d'être meilleur, de lui dire qu'elle avait tort, de poser des questions sur Nathan sans prononcer son nom. J'ai ressenti tout cela. Et je l'ai repoussé parce que quelque chose en moi a compris à ce moment précis que se battre pour quelqu'un qui a déjà décidé que vous n'êtes pas assez, ce n'est pas de l'amour. C'est de la capitulation. Et je lui avais déjà donné trop de moi-même pour abandonner ce qui restait. Alors j'ai dit, si tu dois être convaincu de rester, alors je ne veux pas que tu restes. Elle m'a regardé pendant un long moment. Sa mâchoire s'est crispée. Puis elle a hoché la tête une fois, a enlevé la bague, l'a posée sur le comptoir entre nous, et est montée. Elle avait fait ses valises et était partie avant l'après-midi. Je suis resté assis dans la cuisine je ne sais combien de temps après ça. Juste moi, 2 tasses de café et une bague qui avait coûté plus que tout ce que j'avais jamais possédé. J'ai fini par ramasser la bague, je l'ai tenue dans ma paume un instant. Puis je l'ai mise dans le tiroir de la cuisine et je l'ai refermée. Et c'était tout. La première semaine a été la pire. Non pas parce que je pleurais constamment ou que je m'effondrais, bien qu'il y ait eu quelques nuits qui s'en sont approchées. Mais parce que le silence sonne différemment quand quelqu'un qui le remplissait a disparu. L'appartement portait son absence partout. Le côté du placard qu'elle avait l'habitude de surcharger de vêtements. L'étagère de la salle de bain où ses produits vivaient. Le creux dans le canapé de son côté. De petites choses, le genre que vous ne remarquez pas jusqu'à ce qu'elles manquent. Owen est passé le 3e jour. Il a apporté de la bière et une pizza et s'est assis comme s'il était juste en visite. Rien de spécial. Il ne m'a pas fait parler. Il a mis un match et m'a tendu une bière et nous sommes juste restés assis là pendant un moment. Finalement, j'ai dit, elle a dit que je n'étais pas le meilleur qu'elle pouvait avoir. Il n'a rien dit pendant une seconde. Puis, et tu ne t'es pas battu pour elle? Non. Il a hoché la tête lentement. Bien. Je l'ai regardé. Tu penses que c'était la bonne décision? Je pense, a-t-il dit prudemment, qu'une femme qui regarde l'homme à qui elle est fiancée et dit qu'il n'est pas assez bien ne mérite pas que cet homme se brise en essayant de lui prouver le contraire. Il a pris une gorgée de sa bière. Elle a fait son choix. Tu l'as laissé la voir. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du respect de soi. Je n'avais pas l'impression d'avoir du respect de moi ce soir-là. J'avais l'impression d'avoir une bague dans un tiroir de cuisine dans un appartement à moitié vide et 4 ans dont je ne savais pas quoi faire. Mais je me suis accroché à ce qu'il a dit. Quelque part au fond de mon esprit, je m'y suis accroché. La 2e semaine, je suis retourné au travail. Je me suis concentré intensément, plus intensément que je ne l'avais fait depuis un moment. Je travaillais en architecture dans un cabinet de taille moyenne à l'époque. J'avais un projet dans lequel je n'investissais qu'une partie de mon énergie parce que j'étais mentalement occupé par le mariage, par Claire, par toute la planification et l'entretien de la relation qui occupe tant de votre énergie mentale. Maintenant, je n'avais aucune obligation d'énergie mentale, juste moi et le travail. J'ai commencé à arriver tôt, à rester tard. J'ai demandé un plus grand projet à mon associé principal, quelque chose que j'avais hésité à prendre auparavant parce que je n'étais pas sûr d'avoir l'espace mental. Il m'a regardé quand j'ai demandé, a dit, « Tu es sûr? C'est un gros engagement. » J'ai dit, « Je suis sûr. » J'ai pris le projet et quelque chose a changé.
Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais quelque chose en moi qui s'était tranquillement endormi depuis un moment a commencé à se réveiller. Voici quelque chose que personne ne vous dit quand on vous dit que vous n'êtes pas assez. Si vous ne faites pas attention, vous y croyez. Vous le portez comme un verdict. Vous rejouez la phrase. Vous interrogez votre propre histoire, à la recherche de preuves qu'ils avaient raison. J'ai fait ça pendant environ 2 semaines. J'ai fait exactement ça. Je me suis remémoré chaque dispute que nous avions eue et j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait de mal. Chaque moment où j'avais été trop silencieux, trop stable, trop ennuyeux. Chaque moment où je n'avais pas été assez excitant ou assez ambitieux ou assez bruyant. Chaque fois que j'avais choisi le confort plutôt que l'éclat, chaque fois que j'avais construit lentement au lieu de rapidement, j'ai tout mis à plat et je me suis demandé, avait-elle raison? Et puis à la fin de la 2e semaine, quelque chose s'est passé. J'étais au milieu d'une fin de soirée au bureau, travaillant sur un problème de conception, et mon associé principal est passé et s'est arrêté à mon bureau. Il est resté là un moment, regardant ce que je construisais. Puis il a dit, c'est l'un des travaux les plus intéressants que j'ai vus de cette équipe depuis des années. Et il est parti. Aussi simple que ça. Pas de fanfare, pas de longue conversation. Mais quelque chose dans cette phrase, dite par quelqu'un qui n'avait aucune raison de la dire s'il ne le pensait pas, a débloqué quelque chose en moi. Je suis resté assis là dans le bureau vide et j'ai pensé aux mots de Claire, puis j'ai pensé aux siens et j'ai réalisé quelque chose. La même personne ne peut pas être à la fois pas assez bien et produire le travail le plus intéressant que quelqu'un dans son domaine ait vu depuis des années. Ces deux choses ne peuvent pas coexister comme des vérités simultanées, ce qui signifie que l'une d'elles était fausse, et je commençais à croire que ce n'était pas moi. Environ 6 semaines après le départ de Claire, je les ai vus ensemble, pas de manière dramatique ou planifiée, juste par accident. Je prenais mon déjeuner dans un endroit près de mon bureau et ils sont passés devant la fenêtre. Claire et Nathan. Il était plus grand que moi, mieux habillé de cette manière qui dit qu'il se soucie beaucoup de son apparence et qu'il a le budget pour le soutenir. Il riait de quelque chose qu'elle disait et touchait le creux de son dos comme s'il possédait l'espace autour d'elle. Elle rayonnait. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti. Ça a fait mal. Non pas parce que je la voulais de retour, mais parce qu'il y a quelque chose de spécifiquement douloureux à voir quelqu'un être heureux dans la vie qu'il a choisie à votre place. Même si vous savez qu'ils ont tort, même si vous savez que ça ne durera pas, ce moment fait quand même mal. Je ne les ai pas laissés me voir. J'ai pris mon déjeuner et je suis retourné au bureau. J'ai mangé à mon bureau. J'ai ouvert les dossiers du projet et je me suis remis au travail. Owen a appelé ce soir-là. Je lui ai dit ce que j'avais vu. Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, « Comment vas-tu ? » Bien. Et puis j'ai arrêté. Non, en fait, c'était nul. Mais je vais bien. C'est honnête. Ouais. Tu veux entendre ce que je pense ? Dis-moi. Je pense, a-t-il dit, qu'elle va réaliser qu'elle a fait une erreur. Je ne sais pas quand, mais elle le fera. Et au moment où elle le fera, tu seras si loin de là où tu es maintenant que ça n'aura même plus d'importance. Je voulais le croire. Je n'en étais pas encore tout à fait là, mais je l'ai gardé en mémoire. 2e mois, j'ai déménagé. Pas loin. Même ville, quartier différent. J'avais prévu d'emménager dans un nouvel endroit avec Claire, l'appartement pour lequel nous avions versé un acompte. Nous avons perdu l'acompte quand nous avons tout annulé. Ça a fait mal financièrement, mais ça signifiait aussi que je devais trouver quelque chose par moi-même, ce qui avec le recul a été l'une des meilleures choses qui soient arrivées. J'ai trouvé un endroit qui était entièrement à moi. Pas à notre goût, pas un compromis, à moi. Au plafond, beaucoup de lumière naturelle, le style de personne d'autre n'exigeant quoi que ce soit de l'espace. J'ai passé un week-end à le meubler de manière minimale, non pas parce que je ne pouvais pas me permettre plus, mais parce que je voulais sentir l'ouverture de celui-ci. Je voulais un espace qui donnait l'impression de pouvoir respirer. Et quelque chose à propos de cet appartement page blanche, cet espace qui ne contenait aucun souvenir d'elle, a été le premier endroit où je me suis senti véritablement calme depuis plus longtemps que je ne pouvais l'identifier. J'ai commencé à courir le matin, non pas parce que j'aimais soudainement courir, juste parce que mon corps avait besoin de faire quelque chose avec cette énergie agitée. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai commencé à cuisiner correctement au lieu de simplement me sustenter.
De petites disciplines, rien de dramatique, juste le lent processus quotidien de se traiter comme quelqu'un qui vaut la peine d'être soigné. Et lentement, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même, pas la version de moi qui essayait d'être assez pour quelqu'un qui avait déjà décidé qu'il ne l'était pas. Une version différente, plus calme, plus stable. Une qui avait survécu à quelque chose de tranchant et en était sortie de l'autre côté sans se vider de son sang. 3e mois, le grand projet a abouti. Celui que mon associé m'avait confié. C'était une proposition de rénovation pour un important bâtiment commercial du centre-ville. Le genre de travail qui, s'il était décroché, mettrait mon nom sur quelque chose de réel. J'y ai tout mis. Chaque fin de soirée, chaque petit matin, chaque instinct créatif que j'avais à moitié réprimé pendant que j'étais distrait par l'entretien de la relation de l'année précédente. J'ai travaillé dessus comme si c'était la seule chose qui comptait, parce que pendant un certain temps, c'était un peu le cas. La présentation était un jeudi. 14 personnes dans une pièce. Je suis entré, j'ai préparé mon matériel, et pendant les 40 minutes suivantes, j'ai fait le meilleur travail professionnel de ma vie. Non pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit à Claire ou à quiconque, mais parce que j'avais éliminé toutes les distractions et rempli l'espace avec quelque chose de réel. 2 jours plus tard, nous avons obtenu le contrat. Mon associé m'a appelé dans son bureau, m'a dit que je dirigerais le projet. Je suis sorti de ce bureau et je suis resté dans le couloir 1 minute, juste pour digérer. Et mon premier instinct, mon tout premier instinct, a été d'appeler quelqu'un. Pas Claire. Owen. J'ai appelé Owen. Il a célébré plus fort que moi. Il a dit, « Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, mec. Je te l'avais dit. Tu ne m'avais pas parlé du contrat. Non, mais je t'avais dit que quelque chose se préparait, n'est-ce pas? » J'ai souri. J'ai vraiment souri. Le premier vrai sourire depuis un moment. Ouais, ai-je dit. Tu me l'avais dit. 4e mois, un mercredi soir. Je revenais tard du bureau, toujours porté par l'élan du projet. Mon téléphone a vibré. J'ai supposé que c'était Owen ou un courriel du travail. J'ai jeté un coup d'œil. C'était clair. Le message était simple. Et, comment vas-tu? 3 mots. Je les ai fixés un moment. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai préparé le dîner. J'ai mangé lentement. J'ai lu un moment. Puis j'ai répondu. Bien. J'espère que tu vas bien. Et j'ai posé le téléphone face contre table. Elle a répondu en quelques minutes. Pouvons-nous parler un de ces jours? J'y ai réfléchi. Je l'ai sincèrement envisagé. Non pas parce que j'étais tenté, mais parce que je voulais être juste, pas cruel. Finalement, j'ai répondu. Je ne pense pas que ce serait bon pour l'un ou l'autre de nous en ce moment. Prends soin de toi. Elle n'a pas répondu de nouveau cette nuit-là. J'ai bien dormi. Environ 2 semaines après ce premier message, Owen m'a dit quelque chose. Il avait croisé une amie de Claire, quelqu'un de tangentiellement dans notre ancien cercle social. L'ami avait dit que les choses n'étaient pas exactement parfaites dans la nouvelle situation de Claire. Apparemment, Nathan était le genre de personne qui était beaucoup plus impressionnante de loin. Le charme qui avait semblé si vivant lorsqu'il était dirigé vers Claire à travers un bureau était différent quand c'était la seule source de lumière dans une pièce sans personne d'autre pour qui se donner en spectacle. Il était agité, s'ennuyait facilement. Il avait fait sentir à Claire qu'elle était l'élu quand il était en mode poursuite. Mais une fois la poursuite terminée, elle a commencé à se sentir comme un trophée auquel il avait cessé de penser. Owen m'a dit cela avec précaution, non pas avec satisfaction, juste comme une information. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes suffisant, a-t-il dit. Je te le dis parce que je pense qu'elle réalise quelque chose et je veux que tu sois mentalement préparé. Préparé à quoi? À ce qu'elle revienne. Je suis resté silencieux une seconde. Elle m'a déjà contacté. Owen m'a regardé vivement. Quand? Il y a 2 semaines. Et je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était une bonne idée de parler. Il a expiré lentement. Bien. C'est exactement ça. Alors, comment te sens-tu par rapport à ça? J'y ai pensé honnêtement. Je suis sincèrement bien. Et ça m'a surpris. Pourquoi ça t'a surpris?
Parce qu'il y a 4 mois, j'aurais tout donné pour qu'elle me contacte et maintenant qu'elle l'a fait, je me suis juste senti calme. Comme si j'avais déjà fait le deuil de quelque chose. Owen a hoché la tête lentement. C'est la croissance, a-t-il dit simplement. Ça ressemble plus à de la distance. Ce sont parfois les mêmes choses. Je dois mentionner Léa ici. Pas comme un rebond, pas comme un artifice de l'intrigue, juste parce qu'elle était réelle et qu'elle comptait. Je l'ai rencontrée au 4e mois par une connaissance commune lors d'un événement professionnel. Elle était architecte paysagiste. Elle avait des yeux sombres et un sens de l'humour sec et discret qui a presque immédiatement correspondu au mien. Nous avons parlé pendant 1 heure à l'événement avant que je ne réalise que je n'avais pas regardé mon téléphone. Nous avons pris un café 2 semaines plus tard. Ce n'était pas électrique de la manière immédiate et foudroyante de mes débuts avec Claire. C'était plus lent, plus comme une chaleur qui monte à feu doux qu'une flamme soudaine. Elle savait que j'étais récemment sorti d'une relation de fiançailles. Elle était ouverte sur son propre passé, une longue relation qui s'était terminée environ 1 an avant notre rencontre. Nous n'avons pas précipité les choses. Nous avons juste beaucoup parlé de travail, d'architecture et de design, elle et le paysage, moi et la structure, de ce que nous voulions de la prochaine version de nos vies. Elle a été la première personne qui m'a fait me sentir véritablement vu depuis longtemps. Non pas parce qu'elle essayait, juste parce qu'elle prêtait attention d'une manière qui n'était pas transactionnelle. Au 5e mois, nous passions les week-ends ensemble. Rien de formel encore. Rien d'étiqueté, mais réel. Quelque chose de réel se passait. 5e mois, un dimanche soir. J'étais sur le canapé avec Léa. Nous lisions tous les deux. Elle avait un livre. J'avais des dossiers de projet. Mon téléphone a vibré. J'ai jeté un œil. Claire. J'ai fait une erreur. J'y pense tout le temps. Je suis tellement désolé. J'ai regardé ces mots un moment. Puis j'ai retourné le téléphone et je suis revenu à mes dossiers. Léa a levé les yeux quelques minutes plus tard. Tout va bien? Ouais, ai-je dit. Ouais, tout va bien. Et je le pensais. Le lendemain matin, j'ai répondu. J'y ai réfléchi un moment d'abord, à ce que je voulais dire, à ce qui était honnête sans être méchant. J'ai écrit, je comprends. J'espère sincèrement que tu vas bien, mais j'ai avancé dans ma vie et je pense que nous devons tous les deux rester chacun de notre côté. Prends soin de toi, Claire. Je le pense vraiment. Elle a répondu rapidement. Puis-je juste te voir, juste une fois? J'ai besoin de dire ça en personne. J'y ai réfléchi un long moment. Puis j'ai écrit, je ne pense pas que ce serait juste pour l'un ou l'autre de nous. J'ai trouvé quelque chose de bien et je ne suis pas prêt à le risquer pour une conversation qui appartient à un chapitre déjà clos. Elle est restée silencieuse pendant 3 jours. 6e mois, un jeudi. Il pleuvait. Je venais de rentrer d'un dîner avec Léa. Je l'avais déposée chez elle et je retournais à mon appartement depuis l'endroit où je m'étais garé. J'ai tourné au coin de la rue vers mon immeuble et je me suis arrêté. Claire se tenait devant ma porte. Elle était trempée. Elle n'avait pas pris de parapluie. Ses cheveux étaient plaqués sur son visage et elle se serrait contre le froid et elle avait honnêtement l'air de quelqu'un qui avait pleuré et puis il avait commencé à pleuvoir et elle n'était pas partie parce qu'elle pensait mériter l'inconfort. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu. Ses yeux étaient rouges. Je sais que tu as dit de ne pas venir, a-t-elle dit immédiatement. Je sais. Je suis désolé. J'avais juste besoin de te voir. Je suis resté là un moment. La pluie tombait toujours. Viens te mettre à l'abri, ai-je dit. Nous nous sommes tenus sous le petit auvent près de l'entrée de mon immeuble. Elle tremblait légèrement. Que ce soit de froid ou d'émotion, je ne pouvais pas le dire. Probablement les deux. Il n'est pas ce que je pensais qu'il était, a-t-elle dit. Elle n'a pas nommé Nathan. Elle n'en avait pas besoin. Je sais, ai-je dit doucement. J'ai été une idiote. Tu as fait un choix. Un choix terrible. Je l'ai regardée. Elle était la même personne que j'avais aimée complètement il n'y a pas 1 an. Le même visage, la même voix, les mêmes mains. Et j'ai ressenti quelque chose pour elle, debout là. Pas de l'indifférence, pas de la haine, quelque chose de plus proche de la tristesse, mais une tristesse qui vivait de l'autre côté d'un mur de verre. Je pouvais la voir.
Je ne pouvais juste plus être touché par elle. Que veux-tu, Claire? Je veux réparer ça. Je veux que nous nous remettions ensemble. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai dit des choses cruelles. Elle a tressailli. Oui, cruelles. Je sais qu'elle l'était. Je n'ai pas réalisé ce que je disais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle m'a regardé. Est-il trop tard? Et voici le moment. Le moment que j'avais imaginé sous diverses formes depuis le jour où elle était partie, parce qu'il y avait eu une version de moi, la version d'il y a 6 mois debout dans une cuisine vide, qui aurait dit n'importe quoi pour retrouver ce que nous avions. Cette version aurait dit, non, il n'est pas trop tard et aurait ouvert la porte. Mais je n'étais plus cette version. J'avais passé 6 mois à devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait trouvé ses marques sans elle. Qui avait construit quelque chose au travail qui portait son nom. Qui avait commencé quelque chose de tendre et de réel avec quelqu'un qui ne lui avait jamais fait sentir qu'il devait être plus que ce qu'il était. J'avais vécu 6 mois de preuve que j'étais en fait assez, plus qu'assez. Et renoncer à cela, risquer Léa, risquer ma propre paix, retourner avec quelqu'un qui avait publiquement audité ma valeur et m'avait trouvé insuffisant aurait été la chose la plus cruelle que je me sois jamais faite. Oui, ai-je dit. Il est trop tard. Elle a fermé les yeux. Je pensais. Je sais ce que tu pensais, et je ne dis pas ça pour te punir. Je te le promets. J'espère sincèrement que tu vas bien. J'espère que tu trouveras ce que tu veux et que tu le trouveras. J'ai fait une pause. Mais ce que tu veux ne peut pas être moi. Plus maintenant. Elle pleurait alors, doucement. Pas de façon dramatique, juste des larmes coulant sur un visage déjà mouillé par la pluie. Elle a hoché la tête très lentement, comme si elle l'avait su au fond d'elle avant même de venir ici. Tu es heureux, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit. Je le suis. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a de la chance. Et elle est repartie sous la pluie. Je l'ai regardée partir. Je suis resté sous l'auvent jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Puis je suis entré, je me suis assis sur le canapé dans le calme de mon appartement. Mon téléphone était sur le coussin à côté de moi. J'ai pensé à appeler Léa, mais je ne voulais pas l'entraîner dans ce moment. Alors, je suis juste resté assis là avec la pluie sur la fenêtre, et quelque chose s'est installé en moi, quelque chose de final. Voici la partie de l'histoire à laquelle je veux que vous réfléchissiez, car il est facile de raconter cette histoire comme un arc de vengeance. Un gars se fait rejeter, un gars se reconstruit, la fille revient en rampant, le gars gagne. Mais ce n'est pas ce que c'est. Ou du moins, ce n'est pas ce que cela signifiait pour moi. La vérité, c'est que Claire n'est pas revenue parce que j'ai gagné. Elle est revenue parce qu'elle a perdu. Et ce sont des choses complètement différentes. Elle s'était construit une histoire dans sa tête sur Nathan, sur ce qu'elle méritait, sur le fossé entre où elle était et où elle pourrait être. Elle avait regardé notre vie stable, construite à partir de rien, réel, et avait décidé que c'était un plafond, alors qu'en réalité c'était une fondation. Elle m'avait regardé et avait calculé ma valeur de la manière dont on calcule la valeur de revente de quelque chose avant de savoir ce que ça vaut. Et elle avait tort. Pas tort d'une manière dramatique ou karmique. Juste tranquillement, simplement, pratiquement tort. Parce que Nathan était une performance et je n'étais pas une performance. J'étais juste moi. La même personne que j'avais toujours été, qui avait finalement cessé d'essayer de rivaliser avec une illusion qui ne me concernait jamais vraiment en premier lieu. Elle n'avait pas besoin d'un homme meilleur. Elle avait besoin de comprendre ce que meilleur signifiait, et elle l'a appris à la dure, comme la plupart d'entre nous. Voici ce que je veux aussi dire sur les mois entre son départ et cette nuit sous la pluie. Je n'ai pas passé ces mois dans une paix parfaite. Je ne me suis pas réveillé chaque matin en me sentant éclairé. Il y a eu des nuits où j'étais allongé dans mon nouvel appartement et où je ressentais la douleur spécifique de quelqu'un à qui on a dit qu'il n'était pas assez par quelqu'un qu'il aimait. Il y a eu des moments où je suis passé devant nos anciens endroits en ville, le café, le parc, le restaurant où je l'ai demandé en mariage, et où j'ai senti que ça atterrissait quelque part de tendre. Il y a eu des jours de travail où le grand projet ressemblait moins à un élan qu'à une distraction. Il y a eu des moments où j'ai vu des choses en ligne qui me rappelaient elle et où j'ai dû poser mon téléphone et faire quelque chose de physique jusqu'à ce que le sentiment passe. La reconstruction n'est pas un montage.
ce n'est pas propre ou linéaire. C'est une longue série de petits choix pour continuer à construire, continuer à se traiter comme quelqu'un qui vaut la peine de continuer. Et le fait que j'ai fait ces choix, même les jours difficiles, même les nuits vides, est la seule raison pour laquelle j'étais debout devant mon immeuble ce jeudi pluvieux sans rien à regretter. 3 mois après cette nuit sous la pluie, 9 mois après la cuisine, j'ai emmené Léa rencontrer Owen. Nous avons dîné tous les 3 dans ce bar sportif ridicule et bruyant qu'il adorait. Et en 40 minutes, elle le taquinait sur son équipe de football. Et il se défendait avec une indignation sincère. Et je suis resté assis là, à les regarder se chamailler. Et j'ai pensé, c'est bien. Pas parfait. Pas sans ses complications, mais sincèrement, chaleureusement, durablement bien. Le genre de bien qui ne nécessite pas de performance. Le genre de bien qui s'améliore plus on y reste. Après le dîner, en marchant vers la voiture, Léa a dit, « Je l'aime bien. Il est exactement comme tu l'as décrit. Ridicule. Loyal. » Elle m'a regardé. Tu t'entoures de gens loyaux. Ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Que tu sais à quoi ressemble le vrai. J'y ai pensé. J'ai pensé à la cuisine, à la bague dans le tiroir, au fait de se tenir dehors sous la pluie et de ne rien ressentir d'autre que de la sérénité. Pas toujours, ai-je dit. Personne ne le sait toujours, a-t-elle dit. Mais tu as compris. J'ai entendu parler de Claire une fois de plus par le réseau d'amis communs qui persiste, qu'on le veuille ou non. C'était fini entre elle et Nathan. Elle avait déménagé dans une nouvelle ville. Pas une fuite dramatique, juste une opportunité d'emploi. Elle avait pris un nouveau départ. J'espère que c'en était un. Je l'espère sincèrement. Je ne dis pas cela comme une performance de générosité. Je le dis parce que la version de moi qui est sortie de l'autre côté de cette relation n'a pas de place pour l'amertume envers elle. Elle avait tort à mon sujet, mais elle avait encore plus tort sur elle-même. Elle pensait qu'elle voulait de l'excitation et une mise à niveau. Ce qu'elle voulait, ce que je pense qu'elle a finalement compris, c'était simplement quelqu'un qui lui donnait l'impression qu'elle valait la peine d'être choisie. Et la tragédie, c'est qu'elle avait déjà ça. Elle s'était juste convaincue que ce n'était pas assez. La bague. Je devrais vous dire ce qui est arrivé à la bague. Environ 8 mois après la cuisine, je l'ai trouvée dans le tiroir où je l'avais laissée. J'avais déménagé entre-temps et j'avais emporté le contenu du tiroir avec moi sans vraiment en faire l'inventaire. J'ai trouvé la bague en cherchant autre chose. Je l'ai tenue dans ma paume 1 minute. J'ai pensé à ce qu'elle avait signifié, à ce qu'elle avait coûté, à ce que j'avais prévu de construire avec elle. Puis je l'ai vendue, non par dépit, par pragmatisme. L'argent a servi à financer un voyage d'un week-end. Léa et moi avons roulé jusqu'à la côte. 2 jours de brouillard et de café et de longues promenades et de trop de nourriture dans un petit restaurant où tout le monde semblait se connaître. Elle s'est endormie sur le siège passager sur le chemin du retour. J'ai conduit en silence pendant un moment, j'ai pensé à rien en particulier, j'ai pensé à tout. Et à un moment donné sur cette route déserte, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Claire depuis des semaines. Non pas parce que je le refoulais, juste parce qu'il n'y avait plus rien à penser. Elle était devenue un chapitre, pas l'histoire. Je veux dire quelque chose à quiconque lit ceci dans un moment qui ressemble au mien. Debout dans cette cuisine ou assis dans le parking ou allongé éveillé en se demandant si la personne qui vous a dit que vous n'étiez pas assez avait raison. Voici ce que je sais. La personne qui vous dit que vous n'êtes pas assez ne prononce pas un verdict. Elle vous dit quelque chose sur où elle en est, sur ce à quoi elle vous compare, sur l'histoire qu'elle s'est construite dans sa tête qui a très peu à voir avec votre valeur réelle. Et votre réponse à ce moment, la chose que vous choisissez de faire avec cette phrase, en dit plus sur vous-même que n'importe quelle relation ne le pourrait jamais. J'ai choisi de ne pas supplier, de ne pas m'effondrer, de ne pas transformer le prochain chapitre de ma vie en une campagne pour reconquérir quelqu'un qui m'avait disqualifié. J'ai choisi de prendre cette douleur et de la porter différemment. De la laisser me pousser dans le travail, dans la croissance, dans la version réelle, silencieuse, non performée de la vie que je voulais vraiment. Et ce que j'ai trouvé de l'autre côté de ce choix n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas le triomphe. Ce n'était pas la vengeance. C'était juste moi. Plus clair qu'avant, plus silencieux qu'avant, plus certain de ma propre valeur que je ne l'avais jamais été quand j'essayais de la prouver à quelqu'un d'autre.
Il y a une question qu'on me pose parfois quand je raconte des parties de cette histoire à des gens qui me connaissent. Regrettes-tu de ne pas t'être battu pour elle? Et la réponse est non. Mais pas parce qu'elle ne valait pas la peine qu'on se batte pour elle. La elle que j'ai rencontrée au dîner d'anniversaire il y a 4 ans, oui. La femme vive, drôle, qui remplissait la pièce, dont je suis tombé amoureux rapidement et pour qui je suis resté pleinement. Elle valait absolument la peine qu'on se batte pour elle. Mais la elle qui se tenait dans la cuisine et me disait que je n'étais pas le meilleur qu'elle pouvait avoir avait déjà quitté la relation bien avant de quitter l'appartement. On ne peut pas se battre pour quelqu'un qui a déjà décidé de partir. On ne peut que décider de ce qu'on fait de l'espace qu'il laisse derrière lui. Et j'ai fait de cet espace quelque chose dont je suis fier. Le projet est terminé. Il est toujours debout. Chaque fois que je passe devant en voiture, je pense une seconde à cette nuit dans mon ancien bureau où mon associé est passé et a dit « le travail le plus intéressant que j'ai vu depuis des années ». Je pense à quel point ce moment semblait petit et anodin à l'époque. Et à quel point il a changé les choses. Léa taquine toujours Owen à propos de son équipe de football. Il se défend toujours avec l'énergie de quelqu'un qui n'a jamais perdu une dispute, même quand il a objectivement tort. Je cours toujours le matin, non pas parce que j'aime courir, mais parce que j'aime qui je suis les jours où je le fais. Et je suis toujours, chaque jour, en train de construire la version de ma vie pour laquelle quelqu'un m'a un jour dit que je n'étais pas assez bon. Pas par dépit, par la simple connaissance qu'ils avaient tort. Et la dernière chose que Claire m'a dite, debout sous la pluie devant mon immeuble. Elle a de la chance. J'y pense parfois. Non pas avec satisfaction, avec quelque chose de plus calme, avec la reconnaissance qu'elle a finalement vu, trop tard, trop clairement, ce qu'elle avait été trop distraite pour voir quand c'était juste devant elle. Le meilleur qu'elle ait jamais eu. Debout dans la cuisine en disant « D'accord. Tu n'es pas le meilleur que je puisse avoir. » Elle avait raison. Je n'étais pas le meilleur qu'elle pouvait avoir. J'étais le meilleur qu'elle ait eu. Et elle n'a pas su la différence avant qu'il ne soit déjà parti.